Alors ce soir, le sujet nous plonge dans la préparation à la saison froide. Comment passer un bon hiver en pleine forme? C'est si simple. Eh bien finalement, qu'est-ce que l'on dit pour passer un bon hiver en pleine forme? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut surtout avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne hygiène diététique, pas trop fumer, pas boire d'alcool, avoir une nourriture équilibrée, une bonne gestion du stress. C'est si simple dans la théorie, mais dans la pratique, c'est un peu différent. Alors, voici le sommaire de ce soir. On va voir qu'il y a quelques remèdes qui vont aussi nous aider à garder ce bon équilibre pendant l'hiver. Donc, on va parler d'abord de la prévention hivernale, ensuite des états grippaux, des maux de gorge, du rhume et de la toux. Je suis d'accord avec vous, le programme n'est pas très glamour, mais on va essayer de le rendre le plus sympathique possible. Donc, qui ne connaît pas l'expression « mieux vaut prévenir que guérir » La médecine chinoise, elle accorde une importance primordiale à la prévention des maladies par le maintien de l'équilibre énergétique et l'adoption d'un mode de vie sain. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. En homéopathie également, on met l'accent sur le maintien de l'homéostasie, donc ce qui veut dire un bon équilibre. Ce n'est pas toujours évident, mais on va voir qu'il y a finalement beaucoup de perturbations externes qui viennent nous troubler, que ce soit des chocs psychiques, on a le décès de quelqu'un, ou des chocs physiques, tout à coup il y a une météo qui change, il y a du froid, il y a de l'humidité comme on en cite tant. Eh bien, il faut aussi accepter, on est des êtres humains. Et puis, rien n'est linéaire dans notre vie. Et puis, on doit accepter qu'il y a des perturbations externes et puis on doit faire avec. Donc, le mot est l'adaptation. Toujours, on doit s'adapter. Donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire en prévention hivernale? Eh bien, nous avons plusieurs remèdes. On a le premier remède qui est l'influenzinum, que vous connaissez tous. Donc, la composition de l'influenzinum, elle change chaque année. Elle est fabriquée à base du vaccin grippal de l'année. Cette année, c'est donc le Fluarix. Et puis, donc, c'est dilué et dynamisé selon les règles de fabrication homéopathique. Je le dis bien fort, donc ça ne remplace pas le vaccin antigrippal qui contient des antigènes des souches grippal influenza. L'isothérapie qui a pour but finalement de donner un message à l'organisme pour que celui-ci soit à même de reconnaître et puis effectuer une autostimulation. Ça, c'est le but de l'isothérapie. La deuxième possibilité que l'on a, un homéopathe dit que l'homéopathie ne peut être préventive. Oui, alors c'est tout à fait vrai. Quand on cherche vous cherchez votre remède de fond, eh bien effectivement, on va trouver le remède qui correspond. Puis idéalement, ça serait ce remède-là qui vous garde en homéostasie. Ça, c'est vraiment la règle de l'unicisme. Maintenant, comme l'influenzinum, ce n'est pas de l'homéopathie, on est dans l'isopathie. On est dans l'organothérapie aussi avec l'Anas barbarae, avec la thymine. Donc, finalement, on parle d'homéopathie parce que ça a été un peu vulgarisé. Mais finalement, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait de l'homéopathie. Vous avez raison. C'est juste. Donc, l'Anas barbariae, vous connaissez aussi cette souche. C'est donc à base de canard de Barbarie. Donc, le synonyme du canard de Barbarie, c'est le canard musqué. C'est un canard qui est facilement reconnaissable avec ses couleurs noires et blancs. Si vous regardez sur Internet, que vous tapez canard de Barbarie, vous allez voir tout de suite. Donc, c'est une espèce sauvage qui est originaire d'Amérique du Sud et il a été introduit en Europe au XVIe siècle par les Espagnols. Alors, pourquoi c'est cette race qui a été choisie? Eh bien, apparemment, c'est parce qu'il est très résistant aux maladies et puis aussi, il a un caractère très rustique puisqu'il supporte des très basses températures, on dit jusqu'à moins 12 degrés.
Et aussi, les questions qui se sont posées, il y a Nicole Curie qui a écrit un livre sur l'Anas barbariae, elle s'est aussi posé les questions, et pourquoi le canard? Alors, apparemment, c'est probablement parce que les microbes des oiseaux, ils étaient reconnus non pathogènes pour l'espèce humaine, donc ça c'est déjà une piste par rapport au choix. Et puis, le foie du canard, il est en plus considéré comme l'un des plus importants réservoirs du virus grippal. Donc, la recette de l'Anas barbariae, elle a été élaborée au début du XXe siècle par le docteur Joseph Roy, qui est, donc vous connaissez certainement l'histoire, mais elle est tellement jolie qu'on est obligé de la raconter. Donc, Joseph Roy, c'était un médecin militaire pendant la Première Guerre mondiale, et puis il a été confronté donc, à l'épidémie de la grippe espagnole de 1918. Et puis, il a observé le sang des malades au microscope. Et là, il a vu, Joseph Roy, qu'il y avait donc des micro-organismes qui avaient un mouvement oscillatoire rapide. Et puis, c'est pour ça qu'il a donné le nom au microbe oscillocoque. Et puis, c'est d'où le nom de la spécialité qui en découle, oscillococcinum. Et ensuite, Paul Chabanon, docteur Paul Chabanon, a énormément travaillé et s'est rendu compte que c'était la dilution, dans ses essais sur les patients, que c'était la dilution 200K qui était la plus intéressante au niveau thérapeutique. C'est pour ça que l'Anas barbariae est en 200K. Et puis, notre troisième grande prévention hivernale, c'est la thymuline. Donc, la thymuline, c'est une hormone du thymus, qui est un organe lymphoïde primaire, essentiel dans la maturation du système immunitaire, car il assure la maturation des lymphocytes T. Donc, c'est les globules blancs cruciaux pour la défense contre les infections et les maladies. Donc, le thymus, il est particulièrement actif durant l'enfance, et c'est pourquoi que ce remède, il est si efficace chez les jeunes. Donc, si vous devez retenir quelque chose sur la thymuline, c'est vraiment le fait qu'elle est très efficace chez les jeunes enfants, et elle est très efficace comme antivirale. Il y a d'autres que nous n'allons pas parler ce soir. Il y a par exemple, souvent, on me parle du sérum de Yersin, donc qui est obtenu à partir du sérum antipesteux. C'est effectivement aussi, certains l'utilisent en prévention. Je dirais que c'est très efficace surtout en cas de grippe sévère, donc en cas de symptômes de grippe sévère à forme pulmonaire. Ça a été testé et ça a fait ses preuves avec le SRAS, donc le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc cette maladie infectieuse des poumons qui fait vraiment une pneumonie aiguë dû à un coronavirus. Donc, sérum de Yersin, on va plus facilement le garder pour cette indication-là, donc plutôt à titre curatif. Et un deuxième grand remède que vous voyez aussi peut-être beaucoup passer dans vos pharmacies ou dans vos cabinets, c'est le vaccinotoccinum. Le vaccinotoccinum, donc, il est obtenu à partir du vaccin antivariolique. Donc, c'est un remède par excellence de la prévention des récidives des éruptions herpétiques, que ce soit donc herpès simplex 1, herpès simplex 2, varicelle, zona, donc le VZV, virus varicelle zoster virus. Le vaccinotox est vraiment très efficace en prévention. Donc, ce soir, on ne l'a pas mis dans les préventions hivernales. La prévention où il y a un S de 3 hivernal, je ne sais pas, mais il y a eu un souci. Donc, voilà, on va dire les 5 grands remèdes qu'on appelle quand même de prévention en homéopathie, bien comme vous le disiez, on ne parle pas tellement de prévention en homéopathie. Donc, thymuline pourrait être donné à des petits-enfants. Donc là, il y a une question exactement. Thymuline, il peut être donné, on pourrait dire, dès la naissance. Il n'y a pas théoriquement, il n'y a pas de problème de le donner dès la naissance. Alors, voilà une posologie. Ça, c'est une posologie classique de l'influenzinum en 9CH. On a voilà, une possibilité de le faire. Le laboratoire propose toujours une possibilité. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Naturellement, on peut toujours adapter, bien sûr, par rapport à l'énergie vitale du patient, par rapport à comment il est, son âge. Une personne très âgée, on ne va peut-être pas prendre la même dilution et la même
posologie. Mais voici ce qui se donne classiquement. Donc, au niveau de l'influenzinum, c'est dès fin octobre, une dose toutes les 2 semaines durant 10 semaines. Donc, les boîtes sont faites avec 5 monodoses à 1 gramme, ce qui fait donc les 10 semaines. On a facilement la question, parce qu'il y en a qui disent, moi j'avais appris, on doit prendre une dose par semaine pendant 4 semaines, puis une dose par mois en répétition. C'est tout à fait juste aussi. Ce qui compte, c'est d'apporter un message régulier à l'organisme. Donc, que ce soit une posologie ou l'autre, ce qui compte, c'est qu'on autostimule toujours l'organisme. Au niveau curatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapprocher les prises. Donc, c'est une dose. On dit que l'on prend toutes les 6 à 8 heures d'intervalle jusqu'à amélioration. Et puis, en convalescence, en général, on prend une dose par jour jusqu'à amélioration complète. Au niveau de l'Anas barbariae, c'est très proche. En général, on parle, donc là c'est du 200K qui se trouve dans les boîtes de 5 doses, une dose par semaine durant la période d'exposition. Et puis, à titre curatif, c'est vraiment un produit merveilleux, l'Anas barbariae, à titre curatif. Ce soir, on ne va pas, par exemple, parler du sujet des otites, mais il y a eu justement beaucoup de tests qui ont été faits, notamment avec le docteur Paul Werel. Et pour les otites, c'est vraiment un remède qui est incroyable. Donc, donner tout de suite aux enfants qui ont un début ou qui ont ces otites chroniques pendant tout l'hiver, ça réduit bien la prise d'antibiotiques et puis il y a beaucoup moins de complications. Donc, vraiment, je vous encourage à y penser pour l'Anas barbariae, également pour tous les soucis d'otalgie. Alors, au niveau même chose qu'on a vu avec l'influenzinum, donc c'est une dose toutes les 6 à 8 heures. Je ne sais pas si j'ai assez insisté avant avec l'influenzinum. À titre curatif, c'est vraiment si on a les symptômes de la vraie grippe, ce qu'on appelle l'influenza. Si vous avez un état grippal, il vaut mieux partir justement sur l'Anas barbariae ou la thymuline qui sera plus adaptée. Et puis donc pour la convalescence, c'est la même chose. On va prendre une dose par jour ou une prise par jour. Si vous prescrivez en granules, c'est tout à fait aussi possible. Je lis juste vos questions pour le vaccinatoxinum en quelle dilution. Alors il y a encore ici plusieurs possibilités. On va aussi prendre en compte l'état du patient, mais une personne qui est en bonne santé, on va facilement donner un vaccinatoxinum, par exemple en 200K. Et puis à ce moment-là, on peut très bien donner en prévention une dose par mois. Ça, c'est tout à fait. Et puis si la personne a une énergie vitale un peu plus faible, une personne qui serait âgée ou avec une maladie auto-immune ou autre, et bien là, on peut partir sur une dilution plus douce, une dilution anémanienne, donc par exemple en 9CH. La deuxième question que je lis, chez les personnes âgées, une fois par semaine, puis après une fois chaque 2 semaines. Alors, tout dépendra encore une fois de la dilution que vous donnez. C'est toujours ça qui est le plus important, c'est la dilution. Donc, si vous parlez d'un remède, par exemple, comme l'influenzinum qu'on parle en 9CH, il est tout à fait possible donc, de prendre une fois par semaine pendant 4 semaines, et puis ensuite une dose par mois. Ça suffit pour arriver finalement, il faut toujours compter que ces boîtes, elles ont 5 doses. Et puis, le but, c'est de couvrir toute la période hivernale. Oui, pour l'influenzinum 9CH, oui, effectivement, c'est ce que je pensais. Oui, merci de la précision. Donc, au niveau de la thymuline, pour la posologie, idem que pour l'influenzinum, possibilité de prendre une dose par semaine. Là, on indique une dose toutes les 2 semaines durant 10 semaines. Et puis, donc, à titre curatif, on est toujours avec ces 6 à 8 heures. Il y a aussi possibilité d'alterner. Et puis, notamment, si par exemple, vous les prenez en prévention, il y a certaines personnes qui font ainsi, ils prennent une dose par semaine. Donc, semaine 1, influenzinum, semaine 2, Anas barbariae, semaine 3, thymuline. Et puis, ils tournent comme ceci sur ces 3 semaines avec ces 3 remèdes. Donc, ils appellent ça vraiment la triade préventive. Et puis, on peut prendre ceci pendant tout l'hiver.
Voilà un petit résumé de tout ce que l'on peut faire. Alors, on peut donc faire de la prévention avec la gémothérapie, avec la phytothérapie. On a justement une prévention avec ce complexe qui est l'échinacea complexe numéro 15. On va voir après la composition et la posologie exacte. Hein, ça, c'est vraiment un petit résumé. L'organothérapie, donc le SRE, le système réticulo-endothélial. On a le sel de Schussler, le ferron phos numéro 3B12, qui est aussi une très bonne prévention, notamment chez les enfants aussi. On peut toujours l'associer avec la vitamine C, parce que c'est toujours un plus, la vitamine C naturelle, hein, comme l'acérola. Et puis, en oligothérapie, eh bien, on a le zinc, qui est vraiment l'oligo-élément donc de l'immunité. Alors, nous voilà avec la composition complexe de l'échinacea complexe. Donc, dedans, il y a une teinture mère et 2 bourgeons. Donc, on a l'échinacea, hein, qui est donc la famille des Asteraceae. En phytothérapie, on va plus facilement voir l'échinacea purpurea, hein, qui est la souche la plus utilisée parce que c'est là qu'il y a eu le plus d'essais cliniques qui a été mené avec cette variété. Puis on verra après, si vous voulez le donner en homéopathie, eh bien, les pathogénésies, elles ont été faites plutôt sur l'échinacea angustifolia, hein, qui est une autre sorte un autre type d'échinacée. Donc, dedans, vous avez cette échinacée que tout le monde connaît bien. Il ne faut juste pas oublier que l'échinacea, eh bien, il y a des contre-indications, hein, notamment déjà sur la durée. On va voir, il ne faudrait pas idéalement le prendre plus de 3 semaines sans avis médical, ou en tout cas bien faire des fenêtres thérapeutiques, ça c'est important. Le ribes nigrum et le cassis, vous le connaissez aussi tous. C'est vraiment le bourgeon adaptogène qui favorise l'homéostasie, hein, donc il renforce aussi l'action des autres bourgeons. Donc là, il a tout son sens dans ce complexe. Et puis, en troisième, on a l'églantier, donc Rosa canina, qui est vraiment un stimulant général. Et puis, c'est un peu comme la thymuline, il est très intéressant chez les enfants avec des troubles ORL à répétition. Vous le connaissez peut-être aussi avec d'autres indications, hein, le Rosa canina au bourgeon, notamment pour les troubles de la croissance chez l'enfant, hein, quand il y a de la fatigue, ces enfants qui ne prennent pas de poids, qui ne grandissent pas et qui sont tout chétifs, eh bien, le Rosa canina est souvent aussi une bonne aide. Rosa canina, au contraire, hein, de l'échinacée, ben là, on peut le donner chez les personnes immunodéprimées. Généralement, on va le donner naturellement en unitaire et puis avec une posologie réduite. Donc là, vous avez une posologie pour un adulte, 50 gouttes 3 fois par jour. Bien sûr qu'on peut l'adapter pour les enfants. Ce complexe, il est indiqué qu'on peut le prendre dès 3 ans. Il faut simplement prendre une posologie adaptée, donc 1 goutte par kilo de poids par jour répartie en 3 prises, comme on le fait habituellement. Donc, pour un enfant de 15 kg, eh bien, on donnerait 5 gouttes matin, midi, soir. Et puis, ça, c'est une posologie classique. On peut donner aussi dans les cas aigus, on peut prendre toutes les 20 à 30 minutes, 3 à 5 gouttes pendant quelques heures pour justement aider au niveau de la stimulation, faire baisser la fièvre et puis améliorer l'état général. En prévention, on conseille souvent avec une posologie un peu plus faible. On dit qu'on réduit de moitié ou d'un tiers la posologie. 15 gouttes 3 fois par jour, c'est déjà une bonne posologie à titre préventif. Échina complexe, on peut le donner chez les immunodépresseurs. Alors non, on ne va pas le donner chez les immunodéprimés, les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, on ne va pas le donner, à moins que ce soit sur avis médical, on est bien d'accord, mais autrement, on ne va pas le donner. Et je vois là, vous parlez d'attendre les 4 ans de l'enfant. Effectivement, là, il a été noté 3 ans, mais je suis assez d'accord avec vous, entre 3 et 4 ans. Il ne faut pas commencer avant avec ce complexe. Ouais, tout à fait. Et puis alors, si vous avez une personne qui est immunodéprimée, on va plus facilement justement partir sur un bourgeon comme le Rosa canina
vraiment en unitaire, ou alors Timuline, où là, il n'y a pas de 9CH, où il n'y a pas de risque. Voilà pour cet échinacea complexe. Et puis, alors, une personne aussi immunodéprimée, pensez à l'échinacea angustifolia en 5CH. Et puis là, vous pouvez le donner à raison de 3 granules environ 3 fois par jour. Hein. Il y a certaines thérapeutes qui le prescrivent 10 jours par mois, par exemple, ou bien qui le donnent 5 jours sur 7, avec une pause pendant le week-end. Est-ce qu'on prend pendant 7 à 10 jours pour éviter la chute de l'immunité? Donc, en général, on fait une fenêtre thérapeutique pour ne pas surstimuler le système immunitaire. Nous passons à l'organothérapie avec ce fameux SRE. Donc, le SRE, c'est le système réticulo-endothélial. Et donc, c'est l'ensemble des tissus qui coopèrent dans l'organisme. Il compte une quarantaine de lignées lymphocytaires ainsi que des plasmocytes qui vont fabriquer des anticorps. Donc, c'est vraiment un excellent modulateur de l'immunité. Et puis, on va pouvoir… Alors là aussi, on est, même que c'est de l'organo, on est assez prudent avec la prise du SRE pour des personnes qui seraient immunodéprimées. Et puis, la posologie, elle est de 10 gouttes matin et soir. C'est une posologie aussi moyenne, hein, durant 2 à 4 mois. Donc là, on va plutôt le prendre sur une plus longue période pour justement réguler l'immunité. Si, la personne a des fois la question, mais mon patient ne veut pas d'alcool, on ne veut pas des gouttes, alors il y a tout à fait la possibilité de fabriquer en granules, donc en imprégnation, en granules. Oui, la plupart donc pour répondre à la question, l'organothérapie est toujours faite à partir des organes du porc ou pas? Oui, alors c'est exact. Hein, l'organothérapie, ça part du tissu porcin. C'est tout à fait juste. Oui, tout à fait. Le sel de Schussler, eh bien, on a notre fameux ferrum phos, hein, on l'a vu avant, plutôt qui est le numéro 3, on donne facilement en D12. Donc là aussi, on parle de la première phase de l'inflammation, au début de l'inflammation, de refroidissement. Il y a plusieurs possibilités. Soit on va le donner à titre préventif pendant l'hiver à raison de 1 à 2 comprimés par prise, 2 à 3 fois par jour. Ou alors on va le donner justement plutôt d'une manière aiguë. Et puis là, on a possibilité donc d'augmenter les prises. On peut aller donc jusqu'à 1 comprimé toutes les 5 minutes durant maximum 2 heures si la personne justement a un état grippal sévère. Donc on dit jusqu'à 10 à 12 comprimés par jour. Après, il y a plusieurs aussi possibilités. Donc soit on laisse fondre sous la langue, dans la bouche, hein, au niveau sublingual pour l'assimilation, ou alors certains le diluent dans une bouteille et puis vont boire par petites gorgées tout au long de la journée. Les deux sont tout à fait possibles. Notre oligo, pourquoi, je m'excuse, je n'ai pas vu qu'il y avait encore une question, pourquoi cette différence entre les différentes échinacéas chez les immunosupprimés? Donc, ce n'est pas la différence des échinacées, peut-être je n'ai pas été assez claire, c'est simplement plutôt, donc, soit on est dans de la phytothérapie, et puis là, vraiment, on est dans des dosages, j'ai envie de dire, pondérales, il y a du principe actif, et puis là, on doit faire attention, ou alors on est dans de l'échinacéa avec une dilution homopathique. Et puis alors là, il n'y a pas de souci majeur pour les immunodéprimés parce qu'on est dans des dilutions. C'est surtout donc finalement le dosage qui est important. Est-ce qu'on est dans un dosage pondéral ou bien est-ce qu'on est dans des dilutions? Après, les échinacées, il y en a plusieurs sortes, puis elles ne sont des fois pas toutes testées. Voilà, toutes les souches ne sont pas testées de la même manière. Donc pour la phyto, apparemment, c'est le purpurea qui a été le plus étudié. Et puis pour l'homopathie, c'est plutôt l'angustifolia. Si vous prenez un echinacea purpurea en 5CH, il y a de fortes chances que l'effet soit le même. Mais comme il était plus étudié, on a tendance à donner celui qui a été le plus étudié. J'espère que ça répond à votre question. Alors maintenant, on termine la prévention et puis on va passer dans le vif du sujet avec donc les états grippaux.
Donc, on a plusieurs remèdes qui sont facilement conseillables pour les états grippaux, notamment l'aconite. Aconite, on parle donc de la première phase de l'état grippal. Donc, le début est très brutal, une fièvre élevée, donc sans transpiration. C'est vraiment le coup de, on dit le coup de tonnerre dans le ciel bleu. On attrape donc une grippe influenza, une vraie grippe. Les symptômes ils sont brutaux. Donc, il y a une accélération de la respiration, le patient il a une forte angoisse. La cause, pourquoi est-ce qu'on tombe si brutalement malade? Souvent, on parle d'une fuite énergétique en homéopathie. Finalement, lors d'un stress, une frayeur brutale, le corps il a eu un choc physique. Donc, ça peut être ou psychique. Donc, un choc physique, ça serait par exemple un coup de froid sec, ou alors un choc psychique. Justement, il a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'il a eu un trauma. Et puis, suite à ça, il va tomber malade. Et puis, là, l'aconite va débloquer dans de telles situations. Belladonna, on parle de la deuxième phase, mais on peut très bien le donner aussi en première phase. Si le patient, donc, il a les symptômes de belladonna, on va directement partir sur belladonna. Donc, la fièvre est également élevée comme pour aconite. Il a par contre souvent de la transpiration, deuxième phase. Les maux de tête, et puis ce qui est important, c'est cette douleur battante, le côté pulsatile chez belladonna, chez les patients belladonna. Et puis ça, vraiment, ça nous aide au diagnostic différentiel. Si vous avez un patient avec une fièvre, mais qu'il n'a pas de douleur pulsatile, on peut penser plus facilement à aconite. Et puis, s'il a ces douleurs comme ça qui sont battantes, souvent, c'est clairement des maux de tête. Mais on verra aussi après belladonna, pour les angines, pour d'autres indications, il y a toujours cette notion donc, de pulsatile qui est présente. Et si c'est le cas, on part directement donc, sur belladonna qui va être le plus adapté. Et belladonna, donc c'est vraiment notre ange quand il est en bonne santé, puis il passe en démon quand il est malade, ce qui veut dire qu'il peut être agressif avec ses proches. Il a des fièvres, il peut avoir des délires. On le reconnaît aussi au niveau des yeux, il y a une mydriase. Donc, ce sont tous des signes qui nous font penser à belladonna. Alors, ensuite, nous avons Arsenicum album. Donc, ce qu'on va remarquer au niveau du psychisme, ce qui va être différent chez Arsenicum album, il a besoin de compagnie. Lui, il a un peu comme aconite cette peur de mourir. Et c'est pour ça qu'il recherche la compagnie. Aconite, il a une peur de mourir, mais une peur imminente de mourir. Arsenicum, c'est une peur de mourir qui est tout le temps présente. Et puis, du coup, il aura besoin qu'on soit à côté de lui quand il est malade. Donc, la fièvre sera aussi élevée. Et puis, ce qui est très typique chez Arsenicum, c'est que lui, il va boire par petites quantités d'eau. Et puis, on parle pour retenir ces mémotechniques des 3 A, angoisse, agitation, asthénie, mais il y a encore plein d'autres A qui correspondent à Arsenicum, anorexie, apathie, tout ceci correspond donc à notre Arsenicum. Et puis, qui a vraiment une faiblesse qui va dominer. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, Brionnia. Brionnia, c'est une fièvre qui est beaucoup plus douce d'apparition. Donc, c'est une fièvre d'instauration progressive. Il n'y a pas de transpiration. Il y a beaucoup de sécheresse et une soif intense. Il va vraiment réclamer et lui, il va boire de grandes quantités d'eau froide. Ce n'est pas comme arsenic où il va boire des petites quantités. Brionnia, c'est comme aconite, il va boire de grandes quantités à la fois. Brionnia, au niveau du psychisme, c'est un monsieur casanier, monsieur grincheux, monsieur ronchon. Il n'est pas toujours très positif dans son psychisme. Il n'est bien que dans son canapé, et le moindre mouvement l'aggrave. Donc, Brionnia, c'est quelqu'un de statique. Donc, si on prend un sujet qui sera Brionnia dans son essence, ce sont des gens vraiment qui ne bougent pas de la maison. Déjà, ils ont beaucoup de peur de la pauvreté. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être chez eux. Donc ça, c'est notre Brionnia. Je n'ai pas vu qu'il y avait encore une question pour les oligo-éléments. Quel est l'avantage entre le zinc ou le cuivre or argent? Alors, le zinc, on va vraiment le donner, comme on l'a vu là, en prévention hivernale. Et puis, cuivre or argent, il est extrêmement intéressant
par exemple, d'être pris aussi au moment des symptômes. Donc, quand la personne elle commence à avoir des symptômes d'un état grippal, eh bien, elle peut, à ce moment-là, passer au cuivre or argent. C'est une possibilité. Après, d'autres personnes prennent aussi cuivre or argent pendant l'hiver en prévention. Ce n'est pas contre-indiqué du tout. Hein. Il y a toujours, encore une fois, plusieurs protocoles possibles. On continue avec nos remèdes des états grippaux. Baptisia tinctoria, donc c'est l'indigo sauvage, on l'entend aussi des fois sous le nom de faux indigo. Donc le malade, il a l'impression que son corps est en morceaux, c'est extrêmement violent. Hein. Les gens qui ont besoin de Baptisia, c'est vraiment assez intense comme douleur. Et il y a une fièvre aussi qui est élevée, et puis avec une extrême faiblesse musculaire. Il ne peut avaler que des liquides, et puis il a extrêmement soif. Et en plus, donc, quand il a ces douleurs dans tout le corps, et il a tout le temps besoin de bouger pour être amélioré. Baptisia, c'est un grand remède d'état septique, hein, avec sécrétion fétide, donc ça nous fait des fois un peu penser à Mercurius, selon, et puis notamment pour les affections intestinales, il peut être prescrit avec succès pour cette indication-là aussi. Eupatorium perfoliatum, donc l'eupatoire, douleur musculaire et osseuse avec sensation de brisure dans les os. C'est quand même une douleur qui est gênante, mais qui est quand même pas aussi violente que ce qu'on a vu avec Baptisia, qui dit vraiment qu'il a l'impression que son corps est en morceaux. Donc on est un cran en dessous. On parle, pour se souvenir d'eupatorium, c'est le grippé courbattu et céphalgique. Il a souvent une fièvre qui est aggravée en fait entre 7 et 9 heures du matin. Ça peut aussi nous être une indication pour le prescrire. Je n'ai pas de PowerPoint visible. Est-ce que les autres participants voient j'espère, le PowerPoint? Autrement, c'est un peu compliqué pour suivre. J'espère que... Oui, tout est OK. Oui, donc merci beaucoup. Plein de réponses positives. Donc, je pense que la personne qui a écrit ça, c'est peut-être un souci à voir si vous arrivez à changer le paramètre chez vous. Ferrum phos, bien, on l'a vu avant en prévention avec notre sel de Schissler en D12. Eh bien, ferrum phos, on peut aussi le donner donc, dans les états grippaux, soit donc, en sel de Schissler, la même chose, ou bien, alors on peut aussi le donner en homéopathie entre la 5 et la 9CH, il est très efficace. On parle d'une inflammation à ses débuts d'apparition progressive. La fièvre, elle est peu élevée. Donc là, on n'est pas du tout dans les mêmes symptômes qu'avec aconite, qu'avec belladone qu'on a vu avant, ou arsenicum. Là, c'est vraiment plus doux. Souvent, ce remède, il fonctionne très bien chez les enfants aussi, chez les sujets jeunes, peu résistants, hein, ces enfants qui sont un peu malades tout le temps, qui ont des troubles ORL à la répétition pendant tout l'hiver, eh bien, on peut penser à faire une fosse. La face, souvent, est chaude, et puis il y a une alternance, là on parle de visage pâle, hein, mais souvent ça alterne, c'est rouge et c'est pâle, c'est rouge et c'est pâle, en alternance. Alors, j'ai une question. Un Covid avec fièvre et sensation de brûlure dans les structures osseuses, que pourrait-on proposer? Alors là, c'est intéressant. Il y a la notion vous parlez de brûlure, hein, sensation de brûlure. On a des remèdes spécifiques avec cette sensation de brûlure. Hein. On peut penser par exemple à phosphorus. On peut penser aussi à arsenicum. Eh bien, belladonna, qui peut aussi être... il faudrait, je pense, un peu regarder les modalités que vous avez avec ce patient pour essayer d'affiner le remède qui serait le plus... un COVID, il y a le phosphorus, c'est pour le poumon, on a beaucoup de sujets qui sont améliorés avec phosphorus, ou phosphorique acide aussi, à voir. Ça peut être des pistes. C'est toujours difficile de répondre avec un remède. Hein. On essaie toujours d'avoir quelques modalités quand même en plus pour pouvoir nous diriger au mieux
vers le bon remède. Gelsemium. Gelsemium, vous le connaissez pour d'autres indications, hein, vous le connaissez pour le trac, pour les examens, c'est vraiment l'indication principale de notre gelsemium, mais il ne faut pas l'oublier aussi pendant les états grippaux. Les mots-clés de gelsemium, c'est vraiment une paralysie, c'est des tremblements, ça c'est les mots-clés de notre gelsemium, et donc au moment où il aura un état grippal, eh ben, il aura ces tremblements, il aura une fièvre avec un abrutissement qu'on connaît bien chez gelsemium. Quand il est en examen, il n'arrive plus à réfléchir, tout est figé, tout est ralenti, et puis le sujet il a un état grippal, eh bien, il y aura souvent le pouls qui va se ralentir. Alors, si vous n'avez pas possibilité d'avoir un unitaire et vous n'avez pas pu cibler correctement, eh bien, on a notre aconite complexe qui est bien pratique. Il a eupatorium, qu'on a vu vraiment pour ce côté aussi courbature pendant la grippe. Et puis, on a les deux principaux remèdes de fièvre élevée, aconite et belladone, qui sont des très bons complémentaires. Donc, ils sont tout à fait possibles de le prendre comme ça en synergie dans un complexe. Donc là, on va pouvoir le donner à raison de 3 granules, 3 à 4 fois par jour au maximum. Voilà, c'est encore une fois une posologie classique. On peut tout à fait augmenter la cadence, même s'il faut le donner 3 granules toutes les demi-heures pendant 2 heures, il y a tout à fait possibilité. Et puis ce qui compte, encore une fois, c'est d'arrêter les prises des améliorations. Alors, on va passer aux principaux remèdes que l'on trouve dans les maux de gorge. On retrouve belladonna qu'on avait avant pour notre fièvre élevée. Alors, belladonna, c'est notre anti-inflammatoire homopathique, comme on appelle. Il y a toujours cette triade de rougeur, chaleur, douleur. Donc, on va avoir une gorge qui va avoir une sensation, encore une fois, brûlante et pulsative. Les amygdales, elles vont être enflées. Et puis, notre patient, il aura une soif intense. On va voir toute une série de mercure, de mercurios, qui ont chacun des petites subtilités en fonction des symptômes du patient. Le mercurius, celui qu'on voit le plus facilement, qui est généralement dans les officines, c'est le mercurius. Donc, on peut le donner pour des angines rouges ou à point, peau blanche. On reconnaît les symptômes typiques de notre patient mercurius. Il va avoir une salivation importante. Il a une haleine fétide. Souvent, ce sont aussi des gens qui ne sont pas forcément commodes. Ça peut nous donner aussi un signe. Et puis, il y a toujours un peu justement cet état infectieux qui est présent avec le mercurius. On peut autant le belladonna qui est un anti-inflammatoire homopathique, pour simplifier, et bien mercurius solubilis, c'est un peu plutôt un antibiotique homopathique. Le deuxième mercurius que l'on voit, c'est le biodatus. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si la personne elle a une latéralité gauche, donc elle se plaint d'une douleur à la gorge au niveau du côté gauche, et bien là, ça sera biodatus qui sera le plus intéressant. Souvent, le patient il va se plaindre aussi d'une raideur du cou et puis des douleurs à la déglutition. On a ensuite le mercurius corrosivus. Là, c'est des très vives douleurs brûlantes. On le donne si, avec un suivi médical en cas d'angine aiguë ulcéreuse. C'est ce qu'on appelle aussi l'angine de Vincent, c'est peut-être ce nom-là que vous connaissez, donc elle est provoquée par une infection bactérienne, c'est pour ça qu'elle doit être suivie, et puis elle provoque vraiment des ulcérations qui sont extrêmement douloureuses dans la gorge, donc mercurius corrosivus va apporter vraiment un soulagement avec ces symptômes-là. Le mercurius cyanatus, donc on va le donner pour des angines qui sont plutôt diphtériformes, donc avec ce qu'on appelle fausse membrane et puis tendance nécrotique. Souvent, dès qu'il y a une grosse adénopathie, ces ganglions enflés qui vont être remarqués, on va aussi, donc cette angine vraiment diphtériforme,
qui forment ces fausses membranes. Ça va vraiment, ces membranes vont adhérer, et puis elles peuvent être dangereuses. Quand on voit les photos, vous pouvez regarder les photos, on voit bien que finalement ça peut bloquer les voies respiratoires et puis provoquer une asphyxie. Donc c'est bien sûr toujours des cas qui sont sur suivi avec un suivi médical. Et puis, nous avons ensuite le Phytolacca decandra, qui est un mercure végétal, comme on l'appelle, et puis qui va être plus doux au niveau déjà des symptômes, qui vont être moins puissants. Gorge rouge sombre, c'est ce qu'on va retenir, bleu-rouge. Et puis, il y aura une douleur intense à la racine de la langue, vraiment derrière, et puis qui s'étend aux oreilles. C'est vraiment ce remède que l'on trouve aussi chez les enfants qui ont, par exemple, des troubles de la dentition, qui bavent beaucoup, qui salivent. Et puis, souvent, cette douleur va monter aux oreilles. Et bien là, encore une fois, ça rejoint ces symptômes en cas de maux de gorge. Alors, je vais répondre à vos questions. Bi-iodatus est identique à iodatus tout court, Mercurius iodatus. Il faudrait regarder dans les synonymes, dans la nomenclature. Je ne sais pas s'il y a un bi-iodatus et un iodatus. Et puis, si c'est le cas, ce sera à vérifier, voir si c'est les... Parce que des fois, il y a des petites subtilités. Là, franchement, par cœur, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une nomenclature ouverte pour regarder si... il y a peut-être une petite subtilité entre ces deux remèdes. C'est fort possible. S'il y a des altérations ulcéreuses, ça veut dire qu'il peut y avoir du sang aussi. Alors, pour le corrosivus, oui, alors effectivement, ouais, il peut y avoir du sang, ouais, du fait qu'il y a ulcération. Ouais, exactement. Et puis là, s'il y a du sang, il y a peut-être à voir s'il y a des brûlures avec du sang, on va peut-être plus partir en premier lieu sur un phosphorus, peut-être, selon bien sûr les modalités et les symptômes du patient. Alors, ceci, c'est le complexe maux de gorge, Phytolacca complexe. Dedans, on retrouve donc belladonna, qui va vraiment agir comme notre anti-inflammatoire. On a le mercurius qui va faire le côté infectieux. Et puis, on a Phytolacca aussi qui va venir soulager ces douleurs qui pourraient donc monter jusqu'aux oreilles avec une gorge rouge sombre. Et puis là, c'est la même posologie qu'avant. Là, on est sur du 7CH. On parle de Phytolacca americana, c'est la même chose que le Phytolacca decandra. Par exemple, là, on parlait des noms des fois qui sont différents. Americana et decandra, ce sont des synonymes. Donc, une fois, vous allez voir un americana, une fois un decandra. Ça, vous pouvez aussi le vérifier si jamais vous avez des doutes avec toujours ces doubles noms dans la nomenclature. On passe maintenant au rhume. Alors, le premier remède, Allium cepa. Allium cepa, c'est l'oignon, notre petit oignon. On le connaît surtout, naturellement, pour les rhumes qui sont plutôt allergiques, du fait que ça coule beaucoup. Il y a des éternuements violents. Donc, tous ces symptômes nous font penser plutôt à un rhume allergique, mais il est aussi possible, des fois, les gens disent en hiver, j'ai un écoulement, ça coule comme violemment, et puis c'est plutôt clair, il n'y a pas encore, c'est pas de signe infectieux avec notre Allium cepa. Et puis si c'est infectieux, on a d'autres remèdes qui vont prendre le relais, notamment Hydrastis canadensis, donc douleur sus-orbitaire, donc vraiment au-dessus de l'orbitoclaste, c'est plutôt des sinusites qu'on va appeler frontales. Là, les sécrétions, elles seront jaunes, elles seront visqueuses, épaisses et filantes. Hydrastis, c'est un grand remède de la sphère hépatique. Donc, souvent, on va peut-être voir chez notre patient une fragilité à ce niveau-là, de la sphère hépatique. Et puis, Kalium bichromicum, il est très proche au niveau des symptômes d'Hydrastis.
On peut par contre le reconnaître parce que lui, il a vraiment une forte pression à la racine du nez, puis c'est très très précis. Callium bichromicum, quand il a des douleurs, c'est ce qu'on appelle des douleurs punctiformes, donc c'est un endroit précis. Il va vous montrer, il va dire j'ai mal là, puis il va montrer l'endroit précis. Ce n'est pas des douleurs diffuses, donc c'est tout le contraire. Callium bichromicum, au niveau de son essence, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, il fait partie de la famille des potassiums. Donc là, on va retrouver toujours cet amour pour la famille. C'est vraiment des gens qui sont très engagés au niveau famille. C'est des gens vraiment on peut dire, de confiance. Par contre, notre callium bichromicum, c'est des gens qui sont très terre à terre, qui sont conservateurs. Ils sont extrêmement moralistes. Il va un peu être un peu psychorigide, comme on dit. Il a beaucoup de retenue et puis il aimerait une famille parfaite. Donc lui, il est toujours un peu dans l'idée il faut que ça soit parfait. Donc c'est pas toujours quelqu'un qui est facile à vivre en famille. Alors on n'est pas obligé de retrouver cette essence-là pour donner callium bichromicum. Ça peut très bien être ponctuel pour une sinusite qui ressemble au symptôme callium bicre, et puis à ce moment-là, on va le donner. On dit aussi que la symbolique de la sinusite callium bichromicum, c'est justement il y a quelque chose qui nous reste dans le nez, on a eu quelque chose qui n'a pas passé, on a eu un événement qui nous a bloqué, et puis finalement tout est resté bloqué au niveau du nez. Alors, merci à Maud qui met des informations. J'ai Mercurius iodatus flavus, biodure de mercure dans la matière médicale de Buric, mais je ne sais pas du tout si ça répond à la question. Ah, voilà. Alors, oui, effectivement, il y en a plusieurs sortes. Donc, effectivement, il y aurait le jaune et puis il y aurait le mercure rouge. Donc, finalement, effectivement, le jaune serait le iodatus tout court. Et puis, le biiodatus serait le mercure rouge. Merci, Anne-Maud, d'avoir regardé. C'est fabuleux. Alors là, après, il faudrait regarder dans la matière médicale, notamment de Buriquet, voir, il y a certainement des petites subtilités au niveau de la prescription. Donc là, ça sera effectivement à voir. Si on peut différencier ces symptômes. Merci beaucoup. Toujours dans notre rhume, on va retrouver notre Mercurius solubilis. Vous vous souvenez qu'on appelle un peu notre antibiotique homopathique. Donc, naturellement, les écoulements là vont être purulents, des sécrétions jaunes, verdâtres. Et puis, comme toujours chez Mercurius, les sécrétions vont être plutôt fétides. Souvent, il y a aussi... il va avoir une salivation, la transpiration aussi est fétide, donc tout ça, ça nous donne des pistes. Sambucus, c'est simplement le sureau. On l'utilise aussi beaucoup en phytothérapie, vous qui faites certainement de la phyto. Et puis, on le connaît comme remède sudorifique, on le donne aussi beaucoup en hiver. En homéopathie, on va plutôt l'utiliser pour un nez qui va être complètement bouché, vraiment un nez sec et obstrué, et puis que donc le sujet ne peut respirer que par la bouche. Et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se réveiller au milieu de la nuit en suffoquant, parce qu'il aura respiré par la bouche, il aura la bouche toute sèche, et une sensation qui n'est pas agréable. Donc à ce moment-là, Sambucus peut être très utile. Et puis notre dernier remède de rhume, on aurait pu en voir encore 10, 15 de plus. On peut penser aussi à Pulsatilla, qui est un grand remède de rhume aussi, avec écoulement jaune-vert, si c'est une nature Pulsatilla, une personne qui serait douce, fragile, avec des sécrétions qui ne sont pas du tout, alors là, qui ne sont pas corrosives, ça va être des sécrétions douces, eh bien, on pourra par exemple partir sur Pulsatilla. Et notre dernier remède que l'on a sur le PowerPoint, c'est Sticta pulmonaria. Donc là, c'est vraiment un nez bouché et sec. On retrouve complètement les symptômes de Sambucus. Par contre, on va pouvoir le différencier parce que lui, il a une pression douloureuse à la racine du nez
comme on a vu avec notre Callium bichromicum, qui décrit précisément une douleur ponctiforme. Donc, Sticta, il va aussi décrire ce symptôme. Par contre, il n'aura pas de sécrétion. Et c'est là qu'on peut aussi faire la différence entre Calibicre et Sticta. Sticta, c'est ces gens qui nous énervent parce qu'ils sont tout le temps en train de se moucher. Et puis finalement, on voit bien qu'il n'y a pas de sécrétion, c'est complètement sec, donc ils se mouchent sans résultat. Voilà pour ces... Alors, pour les dilutions, oui, c'est une bonne question. On n'a pas tellement parlé des dilutions. Là, je dirais que pour tous ces remèdes, vous partez sans risque avec un 9CH, avec justement une posologie classique de 3-4 fois par jour. Et là, vous pouvez, sans autre, avec tous ces remèdes, jongler avec cette dilution-là. Et voilà le complexe donc, qui est donné en cas de rhume, allium cepa complexe numéro 8. On a notre allium cepa donc, quand ça coule. On a notre mercurius qui va agir sur l'état infectieux. Et puis sambucus, que l'on vient de voir, notre sureau qui va dégager des complètement sec et là, donc, ils sont justement indiqués en 9CH dans ce complexe à raison de 3-4 fois par jour en moyenne. Et puis, notre dernier sujet de la soirée, c'est la toux. La toux est un sujet difficile en homéopathie. On dit que c'est le casse-tête des homéopathes. C'est vrai que la toux, ça n'est jamais évident. Donc, si on connaît le remède de fond de la personne, ça va vraiment nous aider. Parce que soit on va pouvoir donner son remède de fond, ou on va pouvoir donner un remède satellitaire, ça veut dire un remède qui est proche du remède de fond, mais qui a vraiment un tropisme sur la sphère pulmonaire. Alors là, je vous en ai mis quelques-uns, mais bien sûr qu'il y en a beaucoup plus. Notre Bryonia, on a vu Monsieur Canapé avant qui ne bouge pas qui n'aime pas sortir de chez lui. Eh bien, lui, il aura une toux sèche. Et puis, il aura des douleurs piquantes dans la poitrine et puis il va se tenir la poitrine en toussant, c'est typique de Bryonia. Puis ensuite, il ne lâche plus, il laisse ses mains au niveau de la poitrine. Donc, Bryonia, comme tout est sec chez lui, il a une toux sèche, c'est facile à s'en souvenir. On va essayer de trouver du mémotechnique. Coccus cacti, c'est la cochenille, donc c'est un insecte qui vit sur les cactus. Eh bien, coccus, c'est des toux qui sont spasmodiques, quinteuses, suffocantes, avec mucosité filante et difficile à expectorer. On dit que la toux de coctus, elle se termine toujours par un vomissement de mucus. Il a tellement de mucus que finalement, il s'encombre et il vomit tellement ça le gêne. C'est vraiment le remède quand on parle de coqueluche. Eh bien, on pense tout de suite à Coccus cacti. Puis encore une fois, c'est mnémotechnique, Coccus cacti, coqueluche, ça se ressemble et c'est parlant. Drosera, qui est peut-être le plus connu des remèdes de la toux. Drosera, c'est une toux sèche, une toux un peu plus grasse, qui est spasmodique, qui est aboyante. Et puis souvent, on va reconnaître ces patients qui sont aggravés en fin de journée. Ils vont commencer à tousser de plus en plus le soir et surtout dès qu'ils se couchent. Donc, c'est aussi ces enfants qu'on voit, on les met au lit et puis ils toussent, ils ne peuvent plus se ravoir. Eh bien, la Drosera, souvent, est d'une bonne aide. La symbolique de Drosera, c'est « je tousse parce que les autres sont méchants avec moi ». Donc là aussi, il y a souvent eu une étiologie, il y a eu quelque chose qui a déclenché pourquoi on a cette toux. Il y a quelque chose qui nous gêne. On a eu un événement déclencheur. Et Spongia tosta, on parle vraiment de toux croupale. D'ailleurs, il y a 2 remèdes qui sont très facilement prescrits en cas de faux croupe. C'est aconite. Voilà, mais aconite, si le faux croupe se déclenche autour, et puis si ça se déclenche entre 11h et minuit, puis si ça se déclenche après minuit, on va plutôt penser à Spongia. Donc là, l'heure nous est... l'aggravation horaire est vraiment aidante pour se dire est-ce que je pars sur aconite ou est-ce que je pars sur Spongia. Et puis Spongia, il y a vraiment souvent une aphonie qui va arriver
Et puis, le patient, il va vraiment être amélioré en buvant ou en mangeant du chaud. Donc, lui, c'est vraiment le chaud qui va lui apporter une amélioration, un confort. Voilà pour ces remèdes de toux. Et puis, on a un complexe qui s'appelle Drosera complexe. C'est facile à retenir, ça, avec Coccus cacti, Spongia, Drosera, Bryonia. Donc, c'est 4 remèdes qu'on a déjà vus ce soir. Et puis, il y en a un qu'on n'a pas vu, c'est notre éparsulfe. Éparsulfe, c'est aussi un remède que l'on peut retrouver en cas de toux. Mais également, vous le connaissez pour tout ce qui est infectieux. Ici, comme le mercure, comme pyrogénium, ça fait partie de ces remèdes qu'on va classer dans des antibiotiques homopathiques. Il est souvent prescrit pour des panaries, par exemple. Et puis, il est aussi donné donc, des fois pour des cas de toux, notamment en fonction de l'étiologie, si ça s'est déclenché avec un coup de froid sec. Là, vous avez possibilité de prendre ce complexe en gouttes. Donc, je vous ai mis la posologie en gouttes à raison de 3 gouttes 3-4 fois par jour ou en granules à raison de 3 granules 3-4 fois par jour. Là, quand il y a des quintes de toux, c'est quand même bien d'augmenter la fréquence qui t'apprend toutes les 15-20 minutes 3 granules pour stopper ces quintes. Je vous présente s'il y a des questions, soit ce soir ou sur le chat demain. Et puis, pardon, je vous mets le sujet de la semaine prochaine, si j'arrive à trouver la bonne slide, excusez-moi. On y arrive. Donc, ce sera le 20 novembre, dans un mois. Et puis là, c'est un sujet qui est très attendu parce qu'on va parler comment soutenir une personne qui est en chimiothérapie, en radiothérapie, pour non pas guérir, on est bien d'accord, la cancérologie, mais pour apporter du confort. Donc là, je pense que ce sera aussi un sujet passionnant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous retrouver dans un mois. Portez-vous bien.